Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau Warcry Focus. Aujourd'hui, on va regarder et analyser une bande issue du livre de faction Sentinelle de l'Ordre, Ennemis jurés des dieux sombres. Et en l'occurrence, on va parler des Séraphons, nos amis dinosaures, nos amis sauriens. Allez, je vous propose un petit générique et puis on va les attaquer. Alors, je vais faire comme d'habitude avec tout d'abord une explication sur les aptitudes de leader, ensuite les aptitudes génériques. On verra après une aide pour choisir le leader Séraphon. Et enfin, on verra les unités en elles-mêmes. Je continuerai ensuite, comme d'habitude, avec une proposition de 3 bandes, une destinée à l'extérieur, une plus pour du décor type catacombe, et une troisième bande un peu typée, on va dire, autre. Et exceptionnellement aujourd'hui, pour les Séraphons, j'aurai une petite surprise à la fin avec un intervenant que vous connaissez si vous me connaissez un petit peu pour Kill Team. Un intervenant qui joue aussi à Warcry et qui joue les Séraphons, donc il va pouvoir vous en parler un petit peu. Mais je vous réserve ça en fin de vidéo. Allez, un petit générique comme je disais et on attaque tout ça. Les aptitudes des Séraphons en commençant par les aptitudes de leader. Et la première, c'est un double marée de serpent. Choisissez un combattant ennemi visible à 8 pouces de ce combattant et jetez autant de dés que la valeur de cette aptitude. Pour chaque 4-5, allouez-lui 1 point de dégâts et pour chaque C2-6, allouez-lui 3 points de dégâts. Donc pour un double, c'est une bonne capacité de leader, donc plutôt pas mal. Ensuite, on passe à la deuxième capacité de leader, qui est un double accessible à tous les leaders Séraphons, qui est chef au sang-froid. Un combattant peut utiliser cette aptitude seulement si un combattant ennemi a été mis hors de combat par une de ses actions d'attaque à cette activation. Ce combattant effectue une action de mouvement bonus ou une action d'attaque bonus. Donc c'est plutôt très très fort pour une action Séraphon, à condition par contre que l'unité fasse suffisamment mal et soit capable effectivement d'achever une cible ennemie. Capacité suivante, également un double. Diriger depuis le ciel, ajouter la moitié de la valeur de cette aptitude arrondie au supérieur à la caractéristique de mouvement de ce combattant pour la prochaine action de mouvement qu'il effectue avec cette activation. Donc ça augmente la capacité de déplacement, donc c'est plutôt pas mal. Pareil, c'est assez... alors ça ne fait que le mouvement, ça ne fait pas d'avantage au combat, mais c'est quand même intéressant pour aller prendre des objectifs notamment. Capacité suivante, un triple, seigneur de l'espace et du temps. Vous allez voir, c'est une capacité qui est très très forte pour un leader parce que ça fait la chose suivante. Choisissez un autre combattant situé à 12 pouces de ce combattant. Retirez le combattant choisi du champ de bataille pour replacer le combat aussitôt sur le champ de bataille à une distance en pouces de ce combattant inférieure ou égale à la valeur de cette aptitude. Concrètement, vous le prenez à 12 de votre combattant, vous le rajoutez à la valeur de l'aptitude autour de votre leader. Donc c'est plutôt très très fort. C'est voilà, c'est un téléport instantané pour un 3, donc c'est plutôt très très fort. Après à utiliser correctement bien sûr. Dernière capacité de leader, un quadruple, énergie vivifiante, retirer autant de points de dégâts alloués à chaque combattant ami à 6 pouces de ce combattant pour la valeur de cette aptitude. Alors c'est un quad qui affecte toutes les unités. Maintenant le défaut c'est que c'est la valeur de l'aptitude, donc c'est uniquement 6. Ça me paraît cher payé, voilà. Maintenant c'est cher payé et situationnel. Donc voilà. Allez, on continue, on passe maintenant aux aptitudes génériques des Séraphons. Avec le double repli agile, un combattant peut utiliser cette aptitude seulement s'il est à 1. Ce combattant effectue une action de désengagement bonus. Donc c'est plutôt sympathique également. On continue avec le deuxième capacité, double appétit vorace. Choisissez un combattant ennemi visible à 1 pouce de ce combattant et jetez autant de dés que la valeur de cette aptitude. Pour chaque 4+, allouez 1 point de dégâts au combattant choisi. C'est plutôt pas mal pour un double, c'est pratique. Ensuite, on continue avec le double meute du chaos. Meute de chasse, pardon. Meute du chaos, n'importe quoi. Meute de chasse. Choisissez un combattant ami visible
ayant la marque runique de bête. À 2 pouces de ce combattant, le combattant choisi effectue une action d'attaque Botus, donc c'est pas mal. Vous allez voir qu'il y a des combos avec ça, on en reparlera lors de la formation de bande un peu plus tard. Mais il y a des trucs très sympas à faire. Ensuite, on passe au triple barrage météorique jusqu'à la fin de l'activation de ce combattant. La prochaine fois qu'il finit une action de mouvement à 1 pouce d'un combattant ennemi, choisissez un combattant ennemi visible à 1 pouce de ce combattant, allouez autant de points de dégâts que la valeur de cette aptitude du combattant choisi. Alors ça s'appelle battarage météorique, mais en fait ça correspond aux capacités de charge des unités montées que vous avez dans plein d'autres bandes. Donc voilà, ça reste un triple, une capacité classique, on va dire, rien d'exceptionnel là-dedans. On continue dans celle-là ensuite d'un triple morsure déchirante. Attendez, je vais juste vérifier un petit quelque chose. Voilà, donc on y va, morsure déchirante. Ajoutez la valeur de cette aptitude au point de dégâts alloué par chaque touche ou touche critique de la prochaine action d'attaque de ce combattant à cette activation qui a une caractéristique de portée de 3 ou moins. Donc là, pour le coup, c'est plutôt pas mal. Parce que par exemple, vous faites un triple 6, à chaque touche effectuée par votre combattant, que ce soit une touche classique ou critique, vous rajoutez ça en dommage, donc ça peut faire très très mal. Ensuite, un quadruple. Colère des anciens, jusqu'à la fin du round de bataille, ajoutez la moitié de la valeur de cette aptitude arrondie au supérieur aux caractéristiques d'attaque et de force des actions d'attaque de ce combattant qui ont une valeur caractéristique de portée de 3 ou moins. Alors ça c'est très très fort parce que regardez, c'est utilisable par tous les séraphons, tous sans exception. Et donc c'est un quadruple, mais ça permet d'augmenter les attaques, de faire plus mal, donc c'est très 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 fort. Après encore faut-il réussir à faire un quadruple, vous allez me dire. Voilà, on a vu les aptitudes. Et bien globalement, les aptitudes Séraphon sont plutôt très très bien et très très fortes. Donc moi, comme on dit, je valide ces aptitudes. Il y a vraiment matière à faire des choses intéressantes. Donc je vous propose de passer au choix du leader. Et pour les leaders Séraphon, alors la première chose que je peux vous dire, c'est ce qui m'a marqué tout de suite, c'est que vous avez une page entière de leaders et vous en avez même sur la page après. Hop, vous en avez ici tout cela. Donc on va les regarder ensemble, on va regarder vite fait ce qu'ils ont. Mais il y a de quoi faire largement en termes de leader. Alors le premier leader que je vous propose d'analyser, c'est celui-là. C'est celui-là, donc c'est le Slan Star Master qui attaque à 12 pour 3, force 4, 3, 6, il coûte 250. Il a la capacité classique de leader qui est le chef au sang-froid. Il a également le seigneur de l'espace et du temps, celui qui fait le téléport, donc très fort à mon sens. Et la dernière capacité, il a que je vérifie. Et non, c'est tout. La dernière, il est volant. Voilà, ce qui est plutôt pas mal. Donc et il se déplace donc pour continuer, pour compléter aussi le profil. Il se déplace à 4, il a 4 d'armure, il a 32 points de vie, donc ça en fait une très bonne unité. Un peu cher, mais en même temps un peu cher pour 4 de mouvement, même s'il vole. Mais sa puissance de dégâts, enfin de distance, etc. fait que ça reste pour moi une bonne unité. Ensuite, on passe en dessous au Saurus Old Blood qui coûte 200 points. Il ne tape qu'au corps à corps, donc un 1 pour 3D, force 4, 2, 4. Il a 4 de déplacement, 5 d'armure, 28 points de vie. Lui, il a accès à la morsure déchirante, vous savez, pour augmenter les dégâts, et aux capacités chef de sang-froid également. Voilà, pour 3D 2-4, pour 200 points, ça me paraît cher payé quand même pour un leader. Ensuite, on passe juste en dessous au Saurus Sunblood. Voilà, attendez, je vais voir si je peux vous augmenter un tout petit peu pour le voir un peu mieux. Voilà, le Sunblood, voilà, qui est en dessous. Alors lui, il coûte 220 points, et pareil qu'au corps à corps 4D, force 4, 2, 5. Donc il fait un peu plus mal, même capacité que le leader précédent. Il se déplace à 4, il a 5 d'armure, 28 points pareil. Pour 20 points de plus, il est un peu plus rentable parce qu'il peut faire un peu plus mal, il a un dé en plus. Maintenant, il faut voir les autres leaders. Voilà. Ensuite, on passe au Saurus Eternity Warden, celui-là. Alors lui, il coûte 210, corps à corps 3D, force 5, 3, 6, donc il a du gros pâté. Même capacité particulière, 4 de déplacement, 4 d'armure, 28 points de vie.
pour 210 points. Ouais, je suis mitigé. C'est un peu comme les 3 autres. À voir. À voir. Ensuite, on passe au Saurus Scar vétéran sur Cold One. Donc lui, c'est une monture, il est monté. Il se déplace à 7 pour 240 points, 5 d'armure 32, 4D force 4, 2-4. Ouais, il coûte 240. Il peut être intéressant dans un profil extérieur. Même si pour sa capacité de déplacement, il fait un peu de dégâts sans plus. Voilà, à voir. Je suis pas super fan, mais pourquoi pas. On passe ensuite au Saurus Astrolite Rearer. Alors lui, il coûte 180. Il tape au corps à corps pour 3D 4, 2, 4. Il a la capacité d'énergie vivifiante, donc de soigner. Il se déplace à 4, 4 d'armure 25. Pour 180, voilà, comme je vous dis encore une fois, je suis pas super emballé par la capacité du quadruple. Voilà, pour récupérer juste jusqu'à 6 points de vie tout le monde, ça me paraît un peu léger. Pour être franc avec vous, pour le coût d'un quadruple. Ensuite, on passe au Skink Starseer, qui lui coûte 185, il tape à 12. 2D, force 4, 3, 6. 4 de déplacement, 3 d'armure, 20 points de vie pour 185. Ça peut faire mal. Maintenant, c'est que 2D. Il a que 20 points de vie pour 185. Je suis mitigé. Ensuite, en dessous, on passe au Skink Starpriest, qui est 170 points. Il a une attaque distance 3-7, 2D, force 3, 3-6. Et au corps à corps, il peut taper à 2, ce qui est bien. Donc, toujours taper à 2. Donc, c'est taper votre adversaire au corps à corps sans être engagé par lui. Donc, c'est plutôt bien. 3D, force 3, 1, 4. 170. Personnellement, je préfère à la unité précédente pour le côté polyvalent de la figurine. Il est capable de faire aussi mal que la figurine au-dessus, avec un peu moins de distance. Mais à contrario, il peut aussi taper au corps à corps. Voilà. Et surtout, il se déplace à 5, il a 3 d'armure et 18 points de vie. Donc voilà, il est globalement plus intéressant pour un coût moindre que la figurine précédente. On passe au Skink Priest, cette fois-ci, qui coûte 145. Pareil, attaque à distance 3-7, 2D, force 3, 2-5. Au corps à corps, pareil à 2. 3D, force 3, 1, 3. Il se déplace à 5. Il a 3 d'armure et 18 points de vie. Pareil, même avis. C'est deux figurines, deux profils à peu près identiques. Enfin, identiques. À peu près un intérêt identique. Ensuite, on passe au Pteradon Chief, qui coûte 225. Il tape qu'au corps à corps pour 4D, force 4, 2, 4. Il se déplace à 12, donc là c'est bien. Il vole. 3 d'armure, 28 points de vie. Ça peut être pas mal pour des prises d'objectifs. Il peut faire relativement mal. Surtout qu'il a dirige depuis le ciel, donc en fait il peut augmenter son déplacement. Et il vole. Il tape à 12, augmenter encore le déplacement pour 225. C'est bien. Pour 28 points de vie, il est capable de tenir un objectif. Après, est-ce que ça vaut pas le coup de mettre autre chose qui tape plus ou qui soit plus spécifique? Voilà, en tout cas, lui, la spécification, c'est du mouvement. Mais à voir pour le reste. Ensuite, on a le Reaper Dactyl Chief qui coûte 235. Corps à corps 4D, force 4, 2, 4. Il se déplace à 10, 4D, 28. Là, c'est pareil. Lui, par contre, il a l'appétit vorace, donc qui est plutôt bien. Là, pour le coup, je préférais peut-être plus cette unité-là que la précédente, même si c'est 10 de plus. À voir. On passe enfin au dernier de cette page. On a le Saurus Warrior Alpha pour 150. Il tape au corps à corps 3D, force 4, 2, 4. 4 de déplacement, 4 d'armure, 20 points de vie. Pour 150 pour un leader, ça peut être pas mal si vous avez plutôt une optique d'une bande populeuse, parce qu'il va pas faire grand chose. Enfin, il est bien, mais sans. Voilà, je suis pas super emballé par ce leader. On continue avec les leaders Saurus, avec celui-ci, le Saurus Guard Alpha. Il coûte 220. Il peut taper à 2, 4D force 4, 2, 5. Pour 220, il a 4 d'armure, 4 de déplacement, 5 d'armure, 25 points de vie. Il est plutôt pas mal, voilà. Il peut taper à 2, 4, donc 6. Il peut taper à 6, donc oui, pourquoi pas. Pourquoi pas. Mais voilà, il y a peut-être encore mieux. Ensuite, on passe au... Alors, je vais vite parce qu'il y en a beaucoup, hein, concrètement.
Ensuite, on a le Saurus Knight Alpha 195. Il tape à 1 4D, force 3, 2, 4. C'est une monture qui se déplace à 6, 4D, 30 points de vie. Alors là, pour le coup, je suis pas super emballé parce que pour une monture se déplacer qu'à 6, je trouve ça un peu limite. Et la capacité de dégâts de la figurine, même si c'est 4D, en plus force 3, donc faut toucher, 2, 4. Franchement, pour une unité montée, pour moi, ça les vaut pas. Donc je suis pas du tout emballé par cette figurine. Ensuite, Terradon Rider Alpha, il coûte 230, il peut taper à 3 ou au corps à corps. À 3, c'est 4D, force 3, 2, 4. Et au corps à corps, c'est une morsure 3D, force 4, 2, 4. Il se déplace à 12, pour 3 d'armure, 25 points de vie. Ouais, il a des bonnes choses, il a des bonnes capacités aussi. Ça peut être bien, après c'est peut-être encore un peu cher, mais c'est plutôt sympathique. Ensuite, on a le Rider Alpha 235, 4D force 4, 2, 4, 10, 4, 25. Voilà, pas mal. Pas grand chose à dire non plus dessus. Et enfin, on termine par le Skik Alpha 130 effectivement. Au corps à corps 4D, force 3, 2, 4. Il se déplace à 6, 3 et 18. Pour un leader, il coûte pas cher, donc ça peut être un bon plan. Personnellement, voilà, si vous prenez de l'optique vraiment pas cher, je dirais le Skink Alpha, mais il va pas faire grand chose sur la table. Voilà. Si vous voulez être un peu plus opti, je prendrais moi plus un profil d'unité un peu multitâche avec les deux. Et si vous voulez une unité monture, et ben je pense que je prendrais plutôt le Saurus Scar Vétéran sur Cold One. Voilà. Voilà, mon avis comme ça rapidement sur les leaders. Mais on regardera ça, je vous montrerai tout ça et je vous dirai ça avec les formations de bande. Allez, on passe maintenant, on va regarder, après les leaders, on va regarder maintenant le choix des unités. C'est parti, on va regarder donc ces unités standards, ces profils. Et on va commencer par le Skink avec Javelin, Météorique et Rondage des étoiles. Donc celui-ci qui coûte 85, pardon. Il peut taper, il peut tirer à 8, 1D, force 3, 1, 4. Et au corps à corps, 3D, force 3, 1, 3. Donc 85 points. Après, il se déplace à 6, 3, 8. Vous avez de la mobilité, mais ça reste fragile, donc à voir. On a ensuite un Skink. Voilà celui-ci. Avec Crash Trait et Massue de pierre de lune. Il coûte 65 cette fois-ci. Il tape à 2 et tire à 12, 2D force 3, 1, 4, au corps à corps 3D force 3, 1, 3. Il se déplace à 6, il a 2 d'armure, 8 points de vie, 65. Pour 65, ça me paraît un bon coup, même s'il a que 2 d'armure. De toute façon, à 8 points de vie, voilà, qu'il ait 2 ou 4 d'armure, sachez très bien qu'en 2, voire 3 coups, même des fois en seul coup d'un adversaire, la figurine pourra sauter, donc qu'il y ait 2 ou 3 ou 4 d'armure, encore une fois, ça ne changera pas grand-chose, donc une unité qui pour moi est intéressante. Ensuite, le Skink avec Massue de pierre de lune et Rondage des étoiles, 60. Il tape au corps à corps 3D, force 3, 1, 3. Pour 60 points. Là, j'ai envie de vous dire, il a 6 d'armure, 6 de déplacement, 3 d'armure, 8 points de vie. Pour la même raison, je préfère l'unité précédente largement dans les 3 si j'avais à choisir. Ensuite, on continue avec le Terradon Rider avec Bolas et Helio Sensu. Il coûte 170. Il tape à 3, il peut taper à 3, force 3, 3D, 1, 3. Et l'autre, morsure 3D, force 4, 2, 4. Il se déplace à 12, 3D et 15 points de vie. Là, pour le coup, il se déplace, mais vraiment avec les points de vie, voilà, mettre 170 points sur une figurine qui a 15 points de vie, ça me paraît, voilà, et qui surtout qui n'a que 3 d'armure, même s'il a la capacité de déplacement. Je suis pas fan, j'avouerai. On continue avec le Terradon Rider avec le Javelin d'impact stellaire. Il coûte 185. Il peut tirer à 8, 2D force 3, 1, 4. Et au corps à corps 3D force 4, 2, 4. Il est à 12, il se déplace à 12, 3 d'armure, 15 points de vie. Alors là, je suis plus fan. Un peu pour la même raison que le Skink tout à l'heure. C'est qu'au moins, il peut taper à 8 et faire un petit peu de dommages. Et 12 de capacité de se déplacer très vite sur zone. Donc voilà, donc pour cette raison-là, voilà.
Si j'avais à choisir sur les unités déjà qu'on a vues, ce serait le Skink et celui-là, le Pteranodon Rider avec Javelin d'impact stellaire que je choisirais. On va passer sur la feuille d'à côté. Alors, on passe au Rider Dactyl, Reaper Rider Dactyl Rider, décidément, 175. Donc lui, morsure 3D, force 4, 2, 4. Il se déplace à 10, 4 d'armure, 15 points de vie. Là encore, il se déplace, il n'envoie pas vraiment, enfin pas énormément de dégâts. Pour 15 points de vie, 175, ça me paraît un peu cher payé. Ensuite, on passe en dessous pour 145 points. Vous avez le Saurus Guard qui peut taper à 2, 3D, force 4, 2, 4. 4 de déplacement, 5 d'armure, 15 points de vie. Là, c'est pareil, je suis mitigé. Même si par contre, il a 5 d'armure, donc ça peut être un plus pour lui. Mais c'est sûr que c'est pas avec ça que vous ferez des gros dégâts. Ensuite, on passe ensuite au Saurus Warrior avec Massue de Célestite. 175 points, il tape à 1, 3D, force 3, 1, 3. Il se déplace à 4, 4 d'armure, 10 points de vie. Bon, pour une unité de ce coup-là, c'est correct. On passe au Saurus en dessous, Saurus Warrior avec Lance de Célestite. Donc après la massue, on passe à la lance pour 75, donc pour le même prix. La différence, c'est qu'il peut taper à 2, 2D, force 3, 1, 4. J'aurais tendance à vous dire que je préférais celle où vous tapez à 2 sans engager l'autre. Là, pour faire acte de présence sur le board. Voilà, mais après, les deux peuvent se choisir. Mais je préférais avoir ça pour avoir la capacité de bloquer les routes, de bloquer les objectifs et d'engager une unité sans être vous-même engagé. Ensuite, le Saurus Knight avec lance célestite, donc pour 115. Il tape à 1, 3D, force 3, 1, 3. Montée, 6, 4, 6 de déplacement, 4 d'armure, 20 points de vie. Là, un peu la même raison, c'est-à-dire une unité montée qui se déplace qu'à 6. Je suis pas super fan. Parce que finalement, c'est pas beaucoup plus qu'une unité à pied. Donc là, je préfère investir dans un truc qui fera un peu plus mal et qui coûte un peu plus cher. Ou moins cher, mais qui sera plus polyvalent que ça. On continue avec cette fois-ci le Saurus Knight avec lance de Célestite pour 115. Pareil que l'autre, que le précédent, sauf que lui il peut taper à 2, 2D, force 3, 1, 4. Donc vous perdez un dé. Mais par contre, là, vous pareil toujours monture, donc avec 6D, 6 de déplacement, pardon, 4 d'armure, 20 points de vie pour 115, donc pour le même coup. Là, pareil, j'aurais tendance à dire la même chose si j'avais à choisir entre les deux. Je préférais avoir la capacité de pouvoir engager sans être engagé moi-même et de pouvoir bloquer un peu les zones. Maintenant, pour 115 points, je préfère mettre des unités plus petites, quitte à mettre un peu plus sur la table. Ensuite, on a le Croxigore qui coûte 200 points, qui lui tape au corps à corps 2D, force 5, 3, 6. Il se déplace à 6, 4D et 32. Alors là, pour le coup, si vous avez une unité vraiment qui vous voulez être un peu plus mobile, c'est ça. Parce que quand même, 6, il faut y aller. Et ça peut, même si c'est que 2D, ça peut faire très mal. Et avec 4 d'armure et surtout 32 points de vie, ça peut voir venir au niveau du coup. Ensuite, on a le Skink Handler, qui est très fort, qui est une unité qui coûte pas cher, 45, qui tape à 2, donc ce qui est bien, avec 2D, force 3, 1, 4. Vous voyez, paradoxalement, elle est presque aussi intéressante en termes de dégâts que les unités qu'on a vues avant. Ça se déplace à 6, qui a donc une bonne mobilité. Ça a des capacités, et surtout, ça a la capacité, vous savez, de booster une bête qui est à 2, enfin de faire une attaque supplémentaire, ou un mouvement. Oh, attendez, je vérifie que je vous dise pas de bêtises. C'est une action d'attaque bonus à une bête qui est à 2, donc c'est plutôt très bien. Surtout si vous compliquez avec l'unité qui est juste après, qui est la salamandre, ou le Razordon, et donc je vais passer. Donc, je trouve que c'est bien d'en avoir, si vous utilisez les deux autres, d'en avoir, on va dire, au moins un par figurine bête que vous allez jouer. Ensuite, le Salamander, eh bien écoutez, on en parle, donc 130. Il peut tirer à 7 pour 2D, force 3, 3, 6. Donc à 7 quand même, c'est quand même pas mal. Et à 7, vous faites une attaque supplémentaire, vous pouvez envoyer du pâté. Hein. Donc ça peut faire 3 attaques par tour si vous utilisez le double du Skink Handler. Et 2D, force 3, 3, 6. Donc ça peut faire mal. Et surtout, le Salamander bouge de 6, 3 d'armure, 20 points de vie, 130. Voilà, c'est pas très cher payé pour une unité qui est capable de faire ça. Ensuite, on a le Razordon qui coûte 170, donc un tout petit peu plus cher, qui lui peut taper à 12. 5D, force 3, 1, 3. Donc globalement moins fort, mais si vous rajoutez des attaques, au global, ça fait finalement presque aussi mal que le Salamander, voire plus. Puisque si on fait 5 à 3, ça fait 15 dommages. Donc vous pouvez faire même potentiellement avec des bons jets plus que la salamandre, vous voyez.
mais ça coûte un peu plus cher, et c'est pour ça que le coût certainement est plus cher. Il se déplace à 6, 4 d'armure et 20 points, donc il a tout au mieux en stats. Donc pour le côté saturation, jet de dés, etc., je préfère le Razordon. Et ben voilà, on a vu toutes les unités. Et bien il ne me reste plus qu'à voir maintenant les bandes que j'ai à vous proposer. Et on regarde ça tout de suite. Allez, il est temps pour vous de découvrir les 3 propositions de bande. Donc comme je rappelle à chaque fois, la première sera une bande plutôt destinée à une zone de type extérieur, donc première génération Warcry par exemple, et ensuite une deuxième bande qui sera destinée là pour le coup plus à plus de donjons, donc catacombes, et enfin une troisième autre, voilà, que vous verrez tout à l'heure. Alors la première bande que j'ai à vous proposer sera une bande composée avec en leader un Skink Starseer qui sera accompagné de 4 Terrardons montures Terrardons montées avec des lanceurs de bolas, et ils seront accompagnés également de 2 Skink Crash Tray, voilà. Donc ce qui fera 5 et 2, 7 figurines exactement, autant pour moi, et qui fera un peu moins de 1000 points. Donc vous aviez un tout petit peu de marge, mais pas assez pour pouvoir mettre une figurine de plus. En deuxième bande, vous auriez en leader un Saurus Eternity Warden. Vous auriez également dans la bande 3 Croxigore que je vais vous montrer là, voilà, 3 Croxigore, des bons gros tons au contact, et qui seront également accompagnés de 2 Skink avec Crash Tray également, pour utiliser aussi leur capacité à distance, la capacité force brute des Croxigore et du Eternity Warden, donc ce qui ferait là une bande pareille à 7 figurines, et pour un montant de 940 points normalement, si je me trompe pas. Voilà, donc là encore, voilà, peut-être on aurait pu optimiser, mais bon, c'est déjà pas mal. Et enfin la dernière bande, qui là serait un autre, là vous auriez en leader un Saurus Astrolith Bearer qui serait accompagné de 4 Skink Handler. Et vous allez me dire pourquoi 4 Skink Handler, pour utiliser leur capacité qui permet d'augmenter, de faire des attaques supplémentaires avec les créatures qui auront le trait bête, et donc c'est pour ça qu'ils seront accompagnés de 2 Salamanders et de 2 Razordons. Voilà, donc ce qui ferait une équipe de 5 et 4, 9 figurines. Je rappelle, un Starseer, 4 Handlers, 2 Salamanders, 2 Razordons. Donc voilà les 3 bandes que j'ai à vous proposer pour les Séraphons. J'espère que ça vous plaira. Et puis avant de passer la main à la petite surprise, puisque j'ai un invité là pour ce Warcry Focus spécial Séraphon. J'espère que donc n'hésitez pas à commenter, à liker, donnez vos avis aussi sur les bandes que je propose, vos avis sur les Séraphons, et puis maintenant on va voir ce qu'a à nous dire notre invité surprise. Allez, je lui laisse la parole. Allez, j'accueille Siagen pour parler des Séraphons, puisque c'est le sujet de ce Warcry Corvus spécial Séraphon. Donc, alors Siagen, qu'est-ce que tu peux nous dire en quelques mots déjà sur ce que tu penses des Séraphons? Cette bande dans Warcry, c'est comme pour les armées de Age of Sigmar, que c'est une bande qui est extrêmement polyvalente, qui a beaucoup de pouvoirs très utiles, qui est capable d'avoir toutes sortes d'habiletés qui vont vous servir, et toutes sortes d'unités qui vont être capables de servir différents rôles. Moi, c'est ce que je retiens quand je les vois, c'est la polyvalence, et que la capacité de faire 15 bandes qui ne se ressembleront pas. Alors, juste avant que je t'accueille, j'avais moi proposé donc les 3 bandes comme je fais à chaque fois. Est-ce que tu as une composition de bandes type, ou c'est une que tu joues le plus souvent, ou que tu aimes jouer, voilà, par rapport au Séraphon? Et moi, mon style quand je joue à Warcry, c'est toujours d'essayer de prendre une bande qui peut profiter de tous
les capacités, toutes les habiletés que cette bande-là offre, que la bande offre. Donc, je regarde premièrement le leader et moi, je trouve qu'il n'y a pas, c'est incontournable, il faut prendre un slam à cause de son habilité sur le triple qui permet de donner une mobilité sans pareil à vos unités. Quand vous pensez, vous allez chercher une unité qui était jusqu'à 12 pouces et vous la placez à la valeur de l'habileté sur la distance du slan. Donc, imaginons une valeur moyenne de 3. Donc, vous allez chercher jusqu'à 12 pouces. La base du slan est 50 mm, c'est-à-dire 2 pouces. Donc, c'est 14 pouces, plus 3 pouces, 17 pouces. Donc, sur un triple, vous activez votre slan, vous faites bouger une unité 17 pouces. Et là, il n'y a même pas de restriction à savoir qu'il ne faut pas qu'elle soit à tant de pouces d'un autre adversaire. Vous pouvez la placer directement en combat. Donc, vous allez chercher votre unité la plus forte, vous l'amenez en combat. Donc, pour moi, les habilités du leader sont très bonnes, les différentes habilités des séraphons, mais le slan est incontournable. Donc, moi, c'est toujours le leader avec lequel je commence. Et l'unité que je prends parce que je l'aime bien, c'est la salamandre, qui est moins forte à Warcry qu'à Age of Sigmar, mais qui vous donne quand même une bonne option de tir à distance jusqu'à 7 pouces et qui fait quand même des dommages acceptables, 3-6, et que vous pouvez booster en prenant des Skink Handlers. Moi, je prends 2 Skink Handlers avec la salamandre. Donc, ce que ça permet de faire, c'est que ça nous permet d'avoir une salamandre qui va attaquer 3 fois ou qui va se déplacer. Il va pouvoir toujours attaquer 2 fois tant qu'il va avoir le petit Skink Handler à côté. Et le Skink Handler à 45 points, c'est une unité à sacrifier qui est parfait. Parce qu'il faut même les skins qui vaut plus de points, il faut pas se leurrer. On les regarde de travers et ils meurent là, à 2 d'endurance. C'est pas une unité qui va vous donner beaucoup de village là. Et après ça, moi, ce que je prends le tétradon avec les javelots, pas parce que j'aime plus les javelots, mais parce que c'est des points qui restent, parce que ça prend une unité qui vole. Avoir une unité qui vole donne une flexibilité à Warcry. Même si vous jouez à Catacombs, vous pouvez passer par-dessus les précipices, qui est sans pareil, c'est un avantage. Donc, il faut aller la chercher aussi. C'est une unité qui a le potentiel de donner des dommages parce qu'il peut faire une charge qui vous permet de faire les dommages. C'est une habilité, l'habilité triple normale qui vous permet de faire des dommages de la valeur de l'habilité. Après ça, je prends 2 guerriers Saurus avec des bâtons, des Celestial Claws, parce que moi, j'aime avoir beaucoup d'attaques, même si le critique et la portée de la lance est mieux. Mais le Saurus est là pour être capable d'être boosté sur un triple. Le triple qui permet d'ajouter à chaque touche que vous faites et à chaque touche critique la valeur de l'habilité. Donc, c'est une unité qui fait du 1-3 que vous faites à l'utilisation de cette habilité-là en estimant la moyenne, qui va faire du 4-6. Et après ça, pour remplir le reste, 2 Stink avec des sarbacanes et un Skink avec un bouclier et un bâton. Et parce que moi, j'aime pas la lance, les javelots, parce que je trouve ça, c'est tout. Ça vous donne pas tant d'avantages comparé à ça, parce que les Skinks sont là pour faire du harcèlement et pour mourir. C'est leur rôle. Donc, moi, c'est ma bande que j'aime bien jouer. Donc j'aime bien jouer. Cette bande-là, tu as combien de figurines alors du coup? Attends, faut que je regarde. C'est quand même une bande assez populeuse. On est à 10 figurines. Ouais, c'est pas mal. Oui, donc elle a l'air pas mal effectivement cette composition-là. Et il y a il y a de la mobilité. Oui, mais l'affaire, c'est que c'est le slan est une pièce centrale qui permet de déplacer les unités qui ont été mal placées. Il y a le tétradon qui vole. Et il y a le potentiel de dommage est moyen. Il faut compter sur un petit peu de chance avec les Saurus et la salamandre qui va toucher.
Vous pourriez la rendre plus robuste là, en échangeant la salamandre et des handlers contre un croxigore, qui, ça, c'est une machine à faire des dégâts, ou en prenant des cavaliers saurus qui, encore si vous êtes à l'extérieur, si vous n'êtes pas dans la catacombe. Mais moi, c'est juste c'est la bande que j'aime jouer en raison de ses capacités, mais comme vous pouvez jouer une bande moins populaire, c'est l'avantage de Séraphon. Vous avez un style et vous le jouez comme vous voulez là, avec cette bande-là. Bah, très bien, très bien. Est-ce que tu as ensuite un dernier conseil? Alors, concernant les séraphons, comment les jouer? Qu'est-ce que tu vas utiliser en premier? Alors, comme tu disais tout à l'heure, les skinks là, pour prendre position, pour faire du harcèlement et mourir. Et les autres, tu t'en sers quoi? Pour prendre des objectifs? Tu fais quoi exactement avec eux? Et les skinks sont aussi pour prendre les objectifs. Les skinks, c'est votre pièce utilitaire. Là. Vous l'utilisez où vous voulez. Vous pouvez avoir des skinks avec des scavacanes qui restent en arrière et qui harcèlent. Si vous êtes chanceux, vous pouvez l'utiliser comme un pot de goudron, c'est-à-dire que vous l'envoyez avec son habilité qui lui permet de reculer gratuitement, vous le replacez et vous continuez d'harceler. Moi, ce que j'utilise, comme je dis, le slan est ma pièce maîtresse, c'est-à-dire que mon slan, je regarde qu'est-ce qu'il peut faire pour replacer ses unités. Le conseil que j'aurais à jouer des séraphons, c'est que c'est une armée qui vous demande de la puissance de feu intellectuelle là, à jouer. Il faut bien penser ses mouvements et vous allez, faut faire attention de pas, faut continuer de jouer sa partie. Il faut jouer sa partie, il faut avoir son plan de match et pas se laisser embarquer dans certains autres jeux que vos adversaires vont vous donner. Parce que sans ça, vous pouvez pas faire mieux, vous pouvez pas être plus rapide que certaines autres bandes. Vous êtes à peu près capable de tout bien faire, mais il faut trouver les faiblesses de votre adversaire et jouer là-dessus. Et pour terminer, je vais te demander quelle est pour toi la bande qui serait la plus facile entre guillemets à contrer pour les séraphons, et puis à l'inverse, quelle bande serait la plus difficile pour eux justement? En prenant ça dépend de la mission. Si c'est une mission de mouvement et d'occupation et tout ça, là, on parle des nains, des Aranjas, des orques, à moins même s'ils vont chercher la voie, vous allez être capable de les flanquer. Cependant, s'il faut tuer des autres unités, parce que à moins que vous embarquez un croxidore, si vous allez jouer contre des Aranjas, vous allez en baver pour tuer. S'il faut que vous tuez, admettons, une partie de la bande adverse, vous allez en baver pour le faire. Il faut vraiment travailler. Mais aussi, les bandes qui permettent de faire beaucoup de mouvements et d'avoir des trucs de mouvement, ils vous enlèvent ce que vous faites de mieux. Parce que les skinks sont rapides, le slan vous permet de faire des petits trucs sur un triple pour déplacer les unités. Mais votre problème, c'est justement ça, c'est que si quelqu'un est capable de vous contrer là-dessus, vous allez avoir de la difficulté. C'est un peu comme quand je joue à Kill Team avec les Space Marines du Chaos. C'est une bande qui laisse peu de place à l'erreur. Vous n'allez pas pouvoir vous réchapper si vous faites une erreur. Il faut vraiment faire attention, il faut vraiment bien planifier. Mais quand quelque chose fonctionne, c'est vraiment, là, c'est de toute beauté, là, de voir votre adversaire. Quoi, tu viens de bouger de 17 pouces ton croque-cigare qui était dans le coin là pour aller prendre l'objectif, mais comment tu fais ça? Mais c'est impossible. Donc, c'est le plaisir de jouer cette bande-là. Et j'ai toujours aimé les hommes lézards depuis le début. Ok, et bah parfait. Bah merci d'être venu pour ce Warcry Corvus spécifique au Séraphon. Et puis on va faire un petit teaser, mon cher Siegan. On va leur dire que bientôt il va y avoir une partie. On va faire sur Tabletop Simulator, on va faire une partie Séraphon contre les Slave to Darkness. Tu vas jouer les Séraphons, je vais jouer les Slave to Darkness. Donc on vous donne rendez-vous bientôt pour cette partie. Donc là on va la faire dans quelques temps. Et donc vous l'aurez prochainement sur la chaîne. On verra ce que ça donne l'un contre l'autre. Voilà, parce que avec la composition, je pense que nous as indiqué. Oui. Oui. Oui, c'est exactement ça que je vais. Donc on va voir ce que ça donne. Donc à votre avis, qui va gagner, l'ordre ou le chaos? On verra ça après la partie. Merci à tous. Ciao, ciao.